Alors, les choses ne vont plus entre Elon Musk et Donald Trump. La bagarre, le feu, ce qui était ce qu'on appelait bromance, se transforme très rapidement en hostilité. Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez ces deux personnes, combien ils étaient très amicales. Et il y avait beaucoup de respect mutuel entre eux. I think Elon is a fantastic guy. Did a great job. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était quand même choquant et intéressant de voir un président de la République avoir une relation basée sur l'affinité avec une personne qui n'est pas directement embauchée par le gouvernement, n'est-ce pas? C'était une toute première pour beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils s'entendent plus. En réalité, il y a quelques jours, Elon Musk a critiqué Donald Trump dans une nouvelle loi qui vient de passer. I think it's the most important bill this country just about has ever done in terms of size and scope. That's why we call it the great, big, beautiful deal. I mean, it really is. Elon a à peu près dit que c'était une loi sorcellerie, une loi injuste, accusant directement Donald Trump et son groupe. Donald Trump, en retour, a traité Musk de malade, disant qu'il était complètement fou, il avait perdu la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est très profond, mais on va essayer de décortiquer, trouver des éléments essentiels pour mettre à votre portée les choses nécessaires. Alors, nous savons tous que Elon Musk était impliqué en tant qu'employé spécial du gouvernement à la tête du département d'efficacité gouvernementale, le DOGE. Ce département, évidemment, avait pour objectif de récupérer l'argent du gouvernement, ou en tout cas, s'assurer que plus jamais l'argent du gouvernement américain soit dépensé dans des projets qui ne soutiennent pas nécessairement la politique étrangère américaine. Cela a compris des sponsorships médicales au Lesotho, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Elon Musk faisait un travail excellent, ok? Il a apporté dans Doge son style de travail. Musk a prôné la culture de travail intense, avec des très longues heures de travail, afin de réduire rapidement les dépenses fédérales et d'améliorer l'efficacité du gouvernement. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça fonctionnait parce que Donald Trump a beaucoup félicité son travail et Elon Musk, très rapidement, s'est attiré beaucoup d'ennemis. Alors, une chose très intéressante ici. Elon Musk a aussi exprimé son désir de rester au-delà de la période traditionnelle de 100 jours. C'est-à-dire quoi? Il était embauché comme employé spécial du gouvernement. Et ceux-là ne peuvent rester que pendant 100 jours. Finito. Mais lui, approché de 100 jours, exprimait son désir de rester pendant beaucoup plus longtemps que ça. Certainement, il a aimé, vous savez, tout ça, enfin, après tout. Mais malheureusement pour lui, la Maison-Blanche n'était pas tout à fait enthousiasmée de son désir. On parle ici de membres du cabinet de Donald Trump qui ne l'aimait pas tout à fait. Ou en tout cas qui n'aimait pas son attitude. Alors qu'est-ce qui serait passé? À huis clos, Elon Musk aurait bousculé le secrétaire de Trésor Scott Bessent. Donc on dit apparemment qu'il y aurait une bousculade entre les deux. Ça a commencé à pousser de partout pour quelconque raison, je sais pas trop. Et d'ailleurs, regardez dans cette vidéo, vous allez voir. Il a une marque au visage, écoutez-les. Mr. Musk, is your eye okay? What happened to your eye? I noticed there's a bruise there. Yeah, no, I was just horsing around with Lil X, and I said, go ahead, punch me in the face, and he did. Turns out even a 5-year-old punching you in the face, actually. On lui a posé une question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, ah, c'est mon fils de 5 ans à qui j'ai demandé de me faire un coup au visage. Enfin, c'est quand même bizarre. Depuis quand un fils de 5 ans peut te faire un blue eye comme ça? Enfin, bref. Il a été rapporté que Elon Musk était dans une bagarre avec ce monsieur Scott Bessent. Et le monsieur apparemment lui a donné une droite. Il n'y a pas que Scott Bessent. Musk était aussi en tension avec le chef adjoint du personnel de la Maison-Blanche, Stephen Miller, le chef du cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Donc Elon Musk, évidemment, vous savez, son ego est surdimensionné en tout cas, s'est pris la tête avec le membre du cabinet de Donald Trump. Donc ceux-là ne voulaient pas de lui. Et quand lui a exprimé son désir de rester travailler pour le gouvernement, dans Doge, au-delà de son délai de 100 jours, les gens du cabinet ont exprimé leur désir qu'on ne fasse pas d'extension à son travail. Alors, l'une des choses importantes qui ont certainement dérangé Elon Musk ici, Trump a discrètement retiré la nomination de Jared Isaacman, l'un des plus proches alliés de Musk, à un poste de direction à la NASA. Donc ce monsieur que vous voyez ici, Jared Isaacman, c'est une personne évidemment très importante pour Musk. C'est un milliardaire en dollars, pas en français, enfin, non, en dollars américains. Le monsieur, évidemment, a mis Musk s'attendait à, c'est un très proche, Musk s'attendait à ce qu'il soit nominé à la direction de la NASA. Mais malheureusement, Trump a retiré sa nomination discrètement, sans le dire, et Musk était vraiment fâché. Alors, quand est-ce que la tension s'est aggravée? La tension s'est aggravée suite aux vives critiques de Musk à l'encontre du One Big Beautiful Bill. Ok, c'est un projet de loi très important pour Trump et ses amis que Elon Musk a brutalement critiqué. À quoi sert ce projet de loi? Le projet de loi sert à la réduction d'impôts des dépenses soutenues par Trump. Elon Musk a qualifié le projet de loi d'abomination répugnante. Voilà ce que Musk a dit. Imaginez-vous en tant que président de la République, vous présentez un projet de loi qu'une personne censée être votre proche nomme abomination répugnante. Incroyable. Alors,
peu après cela, Donald Trump a dit qu'Elon Musk avait complètement perdu la tête, il était malade. Musk disait qu'il s'inquiétait que ce projet alourdirait la dette nationale à 2400 milliards de dollars. Donc, l'expression de Musk est que je m'inquiète pour le gouvernement, je m'inquiète pour le pays parce que votre projet de loi assombrira la nation. On va essayer de décortiquer, les amis, ne vous en faites pas. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi. A pour objectif d'annuler l'aide que reçoivent les Américains. C'est une aide sociale de santé, c'est-à-dire ça s'appelle Medicare. Cette aide permet évidemment à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont vieux, ceux qui sont handicapés de partir à l'hôpital et de recevoir un traitement quelquefois gratuit, parfois payant mais à un prix acceptable. C'est donc ça, c'est pour la communauté, c'est pour les gens et tout le bazar. Donc Donald Trump veut complètement annuler ça. Alors, d'où vient cet argent? L'argent, évidemment, une grande partie vient des taxes américaines. Et ceux qui payent les taxes sont ceux qui, quelque part, sponsorisent, s'assurent que le pays a assez d'argent pour présenter de tels projets. La deuxième chose que Trump veut annuler à travers ce projet, il veut annuler les taxes pour les riches. Ok? Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes vont payer les taxes, mais ceux qui sont super riches ne paieront plus les taxes. Ou très peu. C'est-à-dire, en faisant cela, on donne, d'après eux, plus d'argent à ceux qui sont riches, ce qui leur permettrait de réinvestir. Ok? Et ce qui attirerait aussi les riches de partout dans le monde. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'objectif de réinvestir. Malheureusement, ce système, pour beaucoup d'experts, créerait une très forte disparité entre les riches et les pauvres. Donc la différence sera beaucoup trop grande. Ça va s'élargir. Les pauvres vont payer les taxes, les riches ne paieront rien. Enfin, les middle class vont payer les taxes. Donc Trump et ses potes milliardaires ne paieront plus les taxes. La troisième chose qu'ils veulent suspendre, c'est un programme qu'on appelle SAPS ou Food Stamp. Le Food Stamp, c'est simplement un système où on donne aux Américains qui sont en difficulté accès à la nourriture. Comment on le fait? On transfère de l'argent dans une carte. À travers cette carte, tu peux partir au supermarché sélectif et t'acheter à manger. Ok? C'est évidemment un programme qui a été créé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont en difficulté, les vieillards et ceux qui sont handicapés. Donald Trump dit yes. Trump veut arrêter le programme fédéraux de logement. Les programmes fédéraux de logement sont simplement un programme de bons d'achat pour le choix du logement, c'est-à-dire de l'aide à des familles à très faible revenu, des personnes âgées et des personnes handicapées à accéder à des logements sur le marché privé. Ce qui se passerait, c'est quoi? En effet, le participant, donc la personne qui veut la maison, consacrerait 30% de son salaire pour payer les loyers, pendant que le gouvernement paye 70%. Ça fait partie de ces programmes. Trump a dit absolument pas. Ils n'ont qu'à dormir dehors. Un autre programme que Trump veut annuler à travers son projet de loi, les programmes fédéraux d'éducation. Il y a par exemple la bourse Pell. C'est un financement gratuit pour les études supérieures, non remboursables. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, les études coûtent très cher. Ça peut aller à hauteur de 100 000 $. Mais ici, on vous donne une opportunité d'aller au collège, d'aller étudier les études supérieures sans avoir à rembourser. Ça, c'est un premier programme. Évidemment, l'admissibilité, c'est pour les gens pauvres, en difficulté, les étudiants de premier cycle à faible revenu. Donc, ça aide le pauvre à pouvoir accéder à l'école aussi. Alors, on reçoit combien? On reçoit à peu près 7 000 $ par an dans ce programme. Trump dit non. Alors, il y a un élément très important ici, je pense, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Musk est vraiment fâché, parce que lui, il parle de déficit, c'est-à-dire le pays va entrer en dette, c'est tout le bazar. Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que on va essayer de décortiquer et nous assurer si c'est peut-être pas le problème. Trump veut annuler l'incitation aux énergies propres. En effet, aux États-Unis, on encourage aux gens, depuis 1970, d'adopter l'énergie verte, l'énergie propre. En d'autres termes, si vous achetez un système solaire, ok, panneaux solaires, tout le bazar, il y a des incentives pour ça. Il y a des subventions. En d'autres termes, vous achetez un système solaire que vous mettez à la maison au lieu d'utiliser le courant normal tel qu'il est. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va vous accorder 30% de tax credit. Tax credit ou crédit de taxe veut dire si vous installez un système solaire qui n'est pas un système typique, ok, avec des panneaux solaires ou autres, le gouvernement vous offre 30% off de taxe. C'est-à-dire, si votre système, par exemple, valait 20 000 $, 30% de 20 000 $, c'est combien? 6 000 $. À la fin de l'année, quand il faut payer vos impôts, ok? Quand il faut payer vos impôts, on va retirer 30% de la valeur de votre solaire, c'est-à-dire vos 6 000 $, on va considérer ça comme payé à l'IRS, l'organisation de taxes américaine. Pratiquement, si vous devez 7 000 $ de taxes au gouvernement, les 6 000 $ de 30% de votre système solaire seront payés dans le compte du gouvernement. Et il vous faudra simplement payer 1 000 $. Vous comprenez? C'est un programme qui a commencé en 1970 et a progressivement évolué. C'est pour encourager la population américaine de se pencher vers un système beaucoup plus clean. Ces subventions sont aussi valables en ce qui concerne les voitures électriques. C'est-à-dire,
si vous achetez une voiture électrique au lieu d'une voiture conventionnelle, ce qui se passerait, c'est quoi? Le gouvernement vous donnerait 7500 $ en crédit. Donc, votre compte de crédit aura 7500 $. Et à la fin de l'année, au moment de payer les impôts, on va considérer que vous avez 7500 $ en crédit. Donc, au lieu de sortir de votre poche les 7500 $ à hauteur, ça dépend évidemment, ça pourrait varier, sera l'argent qui sera déposé dans le compte des impôts américains. Et ceci, évidemment, a été fait dans l'objectif pour encourager la population américaine d'acheter des voitures de machin histoire. Alors, pourquoi c'est important? L'objectif était évidemment de combattre le réchauffement climatique, contribuer à réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique, rendre l'énergie propre plus abordable et accessible, créer des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables. Donc c'était ça initialement l'objectif. Mais Donald Trump, pour ceux qui savent pas, n'a jamais été partisan de réchauffement climatique. Il pense pas que c'est une possibilité. Il pense pas que c'est causé par les humains. Ils ont complètement annulé ce système. Alors pour ceux qui comprennent, Elon Musk, propriétaire de Tesla, une voiture électrique, manifestement sera affecté sur le plan financier. Parce que si les gens ne sont plus subventionnés pour acheter des voitures électriques, c'est-à-dire que Tesla sera l'entreprise qui sera la plus affectée. Parce que ces subventions représentent l'oxygène dans les poumons des Tesla. Donc, en récapitulation, ils veulent réduire les impôts pour eux-mêmes, ils veulent couper l'aide au logement, donc pas fini, dormez dehors. Ils veulent couper le food stamp, donc pas de nourriture pour ceux qui n'ont pas d'argent. Manger dehors, manger les rats. Ils veulent couper l'aide aux soins pour ceux qui peuvent aller en difficulté sans argent. Pas d'hôpitaux pour vous, mourrez. Ils veulent couper la subvention pour les voitures électriques et l'énergie solaire. Ceci, évidemment, affecte directement Elon Musk. Et Elon Musk dit, ceci va créer un déficit incroyable. Le pays va entrer en dette comme pas possible. Alors, l'une des choses les plus importantes aussi pour eux, ils veulent plus d'argent pour le mur frontalier. Donald Trump a toujours voulu une construction du nouveau mur le long de la frontière américano-mexicaine. Parce qu'il pense que beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de gens venant des pays des tiers-mondes, républiques bananières sans loi, traversent à travers le Mexique. Alors, Trump ne veut pas que ces gens rentrent. Ce mur coûterait 46 milliards de $. Et pour eux, pour avoir de l'argent pour construire ce mur, il faut vous couper accès à la santé, vous couper accès au logement, vous couper accès à la nourriture, vous couper accès à toutes ces histoires. Donc, au lieu que eux dépensent l'argent en payant les taxes pour leur travail, ils préféraient que vous n'ayez plus accès à la santé, plus accès à la nourriture, plus accès à la maison, plus accès aux études qui sont sponsorisées. Alors, Elon Musk a dit publiquement que ce projet de loi creuserait le déficit budgétaire américain, avertissant qu'il pourrait porter le déficit annuel à 2500 milliards de $. Il a qualifié ce projet d'abomination répugnante. En bref, Elon Musk est mécontent car il considère que le projet de loi est fiscalement irresponsable et potentiellement préjudiciable à l'économie et à ses entreprises. Alors, qu'est-ce que Musk a dit? Musk a aussi dit la raison pour laquelle Trump n'a pas encore libéré les documents de Jeffrey Epstein, c'est parce que son nom figure dans la liste de ces gens. Il est temps de lâcher la grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. Jeffrey Epstein, c'est qui? C'est un financier, une personnalité globale qui fréquentait les élites du monde. Donc, les riches, les princes, les notables, et notamment des politiciens, des membres de famille royale et tout le bazar, des célébrités, des chefs d'entreprise. Alors, Epstein possédait des jets privés et des villas dans les Caraïbes, où il organisait des grandes fêtes. Il y avait des choses incroyables qui se passaient là, vous imaginez déjà. Et aussi là-bas, apparemment, il y avait des jeunes mineurs qu'on emmenait là-bas. Et des grandes personnalités, des ex-présidents de la République et tout le bazar. Il y allait très souvent. Et aussi, le monsieur des ordinateurs aussi, apparemment, était... Epstein avait été arrêté. Après avoir été arrêté, on a fait des enquêtes. On a découvert qu'il aurait recruté et abusé des dizaines de mineurs, souvent par l'intermédiaire des réseaux des complices. Il a utilisé sa richesse et son influence pour réduire les victimes au silence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon. Après les enquêtes, on a découvert des carnets de contacts. Dans ce carnet, il y avait des adresses compilées par Epstein, liste des personnes associées au service de massage d'Epstein. Il y avait des preuves, des inventaires, des objets saisis lors des enquêtes, y compris des photographies et d'autres documents. Il paraît que le président là, américain qui est associé à la guerre, non, lui était associé à Haïti. Ils étaient tous là-bas. Donc c'est incroyable comme histoire. Epstein était arrêté, mais avant d'être jugé, il était mort. Les gens n'ont pas compris comment il est mort. On dit qu'il est mort de suicide. Mais beaucoup de gens, évidemment, disent il a beaucoup trop de connaissances. Voilà, il fallait l'éliminer puisqu'il a été arrêté. Parce que voilà, il y avait des princes, des rois, des politiciens qui partaient là-bas pour faire des choses complètement malades. Mais Trump, avant d'arriver au pouvoir, avait promis de publier les documents, ces documents qui sont entre les mains d'un juge de l'État. Et d'ailleurs, une partie de ces documents, c'est encore entre les mains du FBI. Le FBI refuse de donner ces documents. Pourquoi? Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment compromettantes à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Donald Trump a menacé de rompre les contrats fédéraux avec l'entreprise de Elon Musk, notamment SpaceX et Tesla. Pourquoi ceci compte? Évidemment, c'est parce que SpaceX détient des contrats importants avec la NASA, le département de la défense américain, pour le lancement des satellites, pour le transport de fret et d'astronautes vers les stations spatiales, c'est-à-dire pour lancer les satellites, c'est SpaceX qui fait ça pour le gouvernement. Pour envoyer des fret à manger pour ceux qui sont dans des satellites, c'est SpaceX qui fait ça. Ils sont aussi associés au gouvernement américain dans le développement des capacités militaires spatiales, des armes spatiales. C'est SpaceX qui s'en occupe. Donc Trump a dit, si tu oses faire quoi que ce soit, on va annuler même ces contrats-là. Donc c'est un peu ça. En récapitulation, vous avez compris, on va annuler plusieurs histoires, y compris les intérêts de Musk et les intérêts de la population appauvrie américaine. Rappelez-vous que ceux qui bénéficient de food stamp, c'est-à-dire de la nourriture gratuite, des traitements gratuits à l'hôpital, des maisons et tout le bazar, pour la plupart sont des Noirs. Ok? 25% de ces personnes qui reçoivent sont les Noirs. Et rendez-vous compte qu'aux États-Unis, moins de 13% de la population est noire. Donc la grande majorité sont des Blancs. Alors, est-ce du racisme ou pas? Je sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless. Et avant de partir, est-ce que Elon Musk s'est fait duper par Donald Trump? Vous savez, la politique n'a pas de position, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de stance. Musk a dit que c'est grâce à lui que Trump est devenu président de la République. C'est grâce à lui qu'il est devenu président. Sans lui, il ne serait pas président. Il dit que Trump n'est pas reconnaissant. C'est un ingrat. Pensez-vous que Trump n'était pas au courant que Musk avait besoin, ou a toujours besoin, que les gens achètent sa voiture? Je ne me laisserai jamais intimider par l'Amérique. Je ne me laisserai jamais intimider par Donald Trump. Il parlait de moi lors de cette réunion à la Maison-Blanche. S'ils ne racontaient pas de bêtises à mon sujet, ils auraient dû me convoquer. J'aurais répondu à tout ce que Donald Trump attendait de nous. Ok, un discours du président sud-africain très intéressant. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo des discours du président sud-africain avant sa rencontre avec Trump et après sa rencontre avec Trump. Après que Trump eut accusé l'Afrique du Sud de génocide à l'égard des fermiers blancs. Le président sud-africain a fait une réaction très forte et beaucoup de gens l'ont applaudi par rapport à ça. Et tout le monde attendait voir sa réaction aux États-Unis où il disait qu'il ne sera pas intimidé, il ne sera pas menacé du tout, suivant ce qu'il a fait au début et après. Quand je le rencontrerai, je lui dirai que vous, Donald Trump, êtes encore pire parce que vos ancêtres sont venus en Amérique. Ils ont trouvé les Amérindiens et les ont exterminés. Ils les ont presque tous tués. Ça, c'est lui, Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va voir ici un discours de Julius Malema à l'égard de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un discours très important. Suivant. Je ne me laisserai jamais intimider par l'Amérique. Je ne me laisserai jamais intimider par Donald Trump. Il parlait de moi lors de cette réunion à la Maison-Blanche. S'ils ne racontaient pas de bêtises à mon sujet, ils auraient dû me convoquer. J'aurais répondu à tout ce que Donald Trump attendait de nous. S'ils n'ont pas peur de moi, convoquez-moi. Ces absurdités que Trump a commises en Amérique. Il ne fera jamais ces absurdités en ma présence, car je le confronterai là-bas, sur le champ, avec les faits. Ramaphosa n'a pas pu présenter les faits devant Donald Trump. Vous avez un président lâche. Il est parti d'ici. Il ne se laissera pas intimider. À son arrivée, il tremblait. Waouh! Ouais, il y a un truc que j'aime chez les Sud-Africains et leur politique. Leur démocratie est réelle. Le monsieur a appelé le président lâche. C'est un lâche. Votre président est un lâche. Vous pouvez appeler votre président lâche. Vous appellerez votre président lâche. Sans qu'on dise outrage. Outrage à quoi? Comment vous dites ces imbécilités-là? Outrage à quoi? On vous jette en prison pendant le... Suivant. Il a peur de Trump. Un autre président avait peur d'un autre président. Donald Trump lui a dit « Quand vous dites agriculteur, vous voulez dire blanc. » Il est resté silencieux. Les agriculteurs ne veulent pas dire blanc. Ce sont des agriculteurs blancs. Ce sont des agriculteurs blancs. Ramaphosa est lui-même agriculteur.
Il aurait dû dire à Donald Trump, « Non, les agriculteurs ne sont pas blancs. Je suis moi-même agriculteur. Je ne suis pas blanc. » Pourquoi n'a-t-il pas présenté ce simple fait à Donald Trump? Monsieur Ramaphosa a des fermes, des très grandes fermes, avec des buffles. Les buffles coûtent très cher. Hein. Je pense qu'un buffle coûte plus de 100 000 $ la pièce, contrairement aux vaches. Continuons. À Donald Trump. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il y avait tant de morts en Afrique du Sud? Et la majorité d'entre eux sont noirs. Il n'y a pas de génocide des Blancs en Afrique du Sud. Avec des croix, il ouvre les yeux sous le choc. Je connais l'Afrique du Sud les yeux fermés. Il est incapable de le dire à Donald Trump. Ce n'est pas l'image de l'Afrique du Sud. Ok, on s'arrête là. À la Maison-Blanche, on avait montré à Trump, à Ramaphosa, une vidéo. Et parmi cette vidéo, cette compilation de vidéos, il y avait une partie où on montrait une route avec des croix aux côtés. Il y avait des milliers de croix. Et Trump a dit, d'après lui, que c'était les Blancs qui étaient en train de célébrer la vie de leur bien-aimé qui était perdu. Donc toutes ces croix représentaient une vie d'un Blanc, hein, détruite, une vie tuée. Il dit c'est faux. Si c'était moi, je lui dirais la vérité. Je connais l'Afrique du Sud, même avec mes yeux fermés. Il n'y a pas d'endroit en Afrique du Sud où il y a des mass graves. C'est quoi en français? Je ne sais plus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Cette image ne nous appartient pas. Nous n'avons pas de charnier de blanc en Afrique du Sud. Camarades, Donald Trump lui dit. Et Ramaphosa, pourquoi n'arrêtez-vous pas ce Julius Malema? Pourquoi ce Julius Malema n'est-il pas en prison? Il ne peut pas répondre par un simple fait. Cette chanson, tuer les pauvres, tuer. Il a échoué à défendre la Cour constitutionnelle en ne défendant pas la Cour constitutionnelle, en ne défendant pas la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu'il a échoué à protéger la Constitution en tant que président du pays. Vous avez manqué à votre devoir premier de défendre la souveraineté de l'Afrique du Sud. Ramaphosa est un raté. Mais il faut comprendre une chose. Quand Trump demande « Pourquoi cet homme n'est-il pas arrêté ?», il veut simplement dire « Pourquoi cet homme n'est-il pas mort ? Pourquoi ne le tuez-vous pas ? » Dans cette Maison Blanche, mon ticket a été retiré. Ils ont réclamé ma vie pour me réduire au silence. Ils ne me tueront plus jamais, car là où je suis mort parce que les Noirs sont morts. Les Noirs n'ont aucune dignité, ils n'ont aucun droit humain. Ils ne peuvent pas choisir leur propre destin. Ils attendent que les suprémacistes blancs leur disent quelle direction prendre. Ok, on s'arrête là. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de dire que les Noirs n'ont pas d'issue, les Noirs n'ont pas de facilité, les Noirs sont là en attente, qu'ils soient dictés par des Blancs? Bon, écoutez, regardez dans nos pays respectifs, en tout cas dans plusieurs pays africains, qu'est-ce qui empêche aux Noirs de construire, de développer les hôpitaux, les infrastructures? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de développer l'agriculture? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de faire un programme élégant, comme le fait d'ailleurs maintenant au Burkina Faso, monsieur que vous connaissez? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de faire tout ça? Pourquoi? Parce que généralement, les Noirs entrent au pouvoir et qu'est-ce qu'ils font? Ils enrichissent leur famille, ok, leur tribu. C'est comme ça. C'est bien triste. C'est ça la différence entre nous. Et je sais que beaucoup ici diraient que la corruption n'est pas exclusive aux Noirs. C'est vrai. Mais regardons les faits. Si la corruption n'est pas exclusive aux Noirs, comment ça se fait que chez eux, ça semble marcher par rapport à chez vous? S'ils sont aussi corrompus, comment ça se fait qu'ils ont des systèmes de santé qui fonctionnent, le système d'assurance qui fonctionne, le système de soutien social qui fonctionne? Voilà, n'est-ce pas la raison, l'une des multiples raisons pour lesquelles beaucoup partent en Belgique et donc tous ces endroits évidemment pour aller y rester, pour profiter des systèmes sociaux. Vous faites des enfants, on vous paye, c'est là-bas. Pourquoi vous faites pas ça chez vous? Est-ce qu'il a raison de dire ça? Suivant, que les Noirs n'ont pas de dignité, il attend que le Blanc fasse pour lui. Est-ce la faute du Blanc? Suivant. Qu'est-ce que cette vie de lâche que nous menons? Je ne me laisserai pas réduire au silence par des menaces de violence. Je ne me laisserai pas réduire au silence par des menaces de mort.
Quand vous dites de ne pas l'emprisonner, Ramaphosa aurait dû dire « En Afrique du Sud, on n'emprisonne pas les gens comme ça. Il y a des tribunaux en Afrique du Sud et ils ont statué que cette chanson n'avait rien de répréhensible. Ce n'est pas ma chanson. Je ne l'ai pas composée. Je l'ai trouvée. Les héros de la lutte l'ont composée. Je ne fais que défendre l'héritage de notre lutte. C'est l'héritage de notre lutte. C'est la chanson chantée par Peter Mokaba, en présence de Chris Hani, en présence de Winnie Mandela. Et donc, je ne cesserai jamais de chanter une chanson que Winnie Mandela a chantée avant sa mort. Ce serait une trahison envers la lutte de notre... Ok. La chanson, c'est Kill the Boer. Kill the Boer, kill the farmer. C'est-à-dire tuer le fermier. Tuer le fermier, tuer le fermier. Tuer le fermier, c'est-à-dire tuer le fermier blanc. Tuer le fermier boer. Ok, c'est une chanson qui, historiquement, d'après eux, a été composée par les Noirs sud-africains pendant l'apartheid, pendant ces difficultés qu'ils traversaient. C'était une chanson de courage, une chanson de revendication, une chanson de pleurs. Monsieur Malema a déjà été emmené au tribunal pour aller justifier pourquoi il faisait cela. Il a déjà été, il a fait face à beaucoup de plaintes par rapport à ça. Mais après ces plaintes, il est libre. Il continue de chanter, c'est-à-dire que le tribunal l'avait acquitté. Alors lui, il dit, il ne peut pas laisser, il peut pas arrêter de chanter cette chanson qui a été composée par ses aïeux, qui a été embellie par ceux qui l'ont précédé. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Kill the Boer, tuer le fermier. Si vous entendiez une chanson, on dit tue le noir, tue le noir, tue le noir. Ça vous fait quoi comme sentiment? Aujourd'hui, les gens sont, une personne chante tue le noir, et on lui pose la question, il dit non, c'est une chanson que mes aïeux chantaient, tuer le noir, il faut tuer Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. De notre peuple. Camarades, quand ils vous diront d'arrêter de chanter tuer les pauvres, tuer les paysans, ils vous diront arrêtez de réclamer la terre. Car vous offensez les Blancs. Ne parlez pas de la terre. Si vous arrêtez la terre, ils disent que les Noirs doivent revenir à l'éducation bantoue. Il doit y avoir des écoles africaines. Si vous dites non, ils disent non. Ce n'est pas autorisé. Aujourd'hui, j'ai passé 10 jours à la Maison Blanche sans publicité, où Rupert s'est levé et a demandé « Pourquoi Elon Musk n'a-t-il pas d'opportunité pour Starlink en Afrique du Sud ?» Les entreprises d'Elon Musk ne peuvent pas s'implanter en Afrique du Sud s'ils ne respectent pas le PE de 30%. Qu'a fait Ramaphosa après qu'on lui ait demandé, le lendemain, que chacun déclare vouloir assouplir les accords PE afin que Starlink puisse s'implanter en Afrique du Sud. Il n'existe pas de loi de ce type en Afrique du Sud. Starlink ne s'implantera pas en Afrique du Sud si le PE n'est pas respecté. Nous ne disons pas que 30... Ok. Pour bonne compréhension, l'Afrique du Sud a une loi qui interdit toute opération d'une grande entreprise sans octroyer 30% de son équité aux Sud-Africains noirs. C'est-à-dire, une grande entreprise telle que Amazon, Microsoft, peu importe, va s'installer en Afrique du Sud pour opération, doit donner, pas donner évidemment, il doit vendre 30% d'équité aux Sud-Africains. Pourquoi? C'est pour renverser la vapeur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, les difficultés qu'ils ont traversées, pour se rattraper financièrement et économiquement. Les Noirs sont donc un peu obligés de faire partie de tout développement financier, 30% à hauteur. Alors, Starlink est parti initialement en Afrique du Sud dans l'objectif de s'installer. L'Afrique du Sud lui a présenté les mêmes normes. Elon Musk s'est fâché. C'est là qu'il a commencé à dire, c'est là qu'il a commencé son histoire auprès des Trump, disant que les Blancs Sud-Africains, en effet, sont sujets à ce qui se passe là-bas. Donc, il y a un génocide en Afrique du Sud. C'était après que monsieur Elon soit frustré, contrarié d'entendre dire que son Starlink, son projet ne sera pas accepté en Afrique du Sud par manque de signature par rapport aux 30%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la Maison Blanche? Ce monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Johan Rupert. Johan Rupert est un grand businessman. C'est un multimilliardaire. C'est un monsieur, il est plus riche que Trump. Monsieur Trump le respecte. Lui, il a dit pendant la conversation, non, nous sommes en difficulté, au fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes. Mais c'est une opportunité pour que Elon, pourquoi Elon n'apporte pas son Starlink en Afrique du Sud, dans l'objectif de pouvoir nous aider, comme ça il va opérer, ça pourra aussi participer à la sécurité. Nous avons trop de morts, mais c'est généralisé.
Ce n'est pas seulement le cas des agriculteurs blancs, c'est généralisé. Nous avons besoin d'aide technologique. Nous avons besoin de Starlink dans chaque petit commissariat de police. Nous avons besoin de drones. Donc, en faisant cela, M. Ramaphosa, le jour d'après, a allégé les restrictions. C'est-à-dire, ils ont trouvé un moyen alternatif pour pas que Starlink paye 30% de son équité aux Sud-Africains. Voilà ce que Malem a dit. Ça ne se fera pas, ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Comment ça se fait que Amazon respecte les 30%, Microsoft respecte les 30%, Boeing et autres respectent les 30%? Pourquoi lui, il est qui? Lui, il est qui pour nous mettre la pression? Non, c'est comme si on vous met la pression pour finalement vous faire accepter un marché, accepter des histoires que vous n'auriez jamais pu accepter dans le passé. Continuons. 30% doivent aller à une seule personne. Que 30% doivent aller aux Noirs. Autant que possible, car nous voulons bénéficier de notre propre économie. Camarades, nous ne devons jamais nous laisser dicter notre conduite par les entreprises. Je vous le dis depuis longtemps, Afrique du Sud, que nous sommes sous la coupe de Rupert, que notre pays est dirigé par Rupert. Comment le ministre des Relations internationales peut-il siéger à une réunion? Quel est votre problème? Le ministre des Relations internationales tout entier participe à une réunion consacrée aux questions internationales à l'étranger sans prononcer un mot. Waouh! Mais ce sont les hommes d'affaires et les golfeurs qui prennent la parole. Mais vous, l'homme politique censé vous exprimer sur ces sujets, vous êtes silencieux. Pourquoi voulez-vous encore gagner un salaire après être resté silencieux? Wow. Pourquoi ne pouvons-nous pas verser ce salaire à ces... Waouh, incroyable. Incroyable, incroyable. Là, il dit, les politiciens sud-africains qui sont partis, ministre des Affaires étrangères, ministre de Trade, hein, ils sont partis aux États-Unis pour discuter, mais ils ont eu totalement peur. Ils ne se sont pas exprimés. Pendant ce temps, il y avait des Blancs qui étaient là, qui sont des businessmen. Au lieu que toi, le ministre, représentant du gouvernement, t'exprimes, tu ne t'exprimes pas. C'est le Blanc qui commence à parler à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Est-ce un complexe d'infériorité dans une salle où on a Donald Trump? Parce que rassurez-vous, ces gens qui sont là, ces noirs qui sont là dans la salle sont des gens très vocaux en ce qui concerne beaucoup de choses, beaucoup de sujets, y compris les étrangers, tout le bazar. Ils sont très vocaux. Mais Donald Trump, devant lui, ils n'ont pas parlé. Et il dit pourquoi il faut vous payer un salaire. Autant mieux payer ces individuels qui sont des businessmen en Afrique du Sud. C'est eux qui gèrent le pays aussi, vous. Salaire à ces blancs. Parce que ce sont eux qui ont pris la parole. Tous les Blancs présents dans cette maison, venus d'Afrique du Sud, ont pris la parole. Tous, y compris John Steenhuisen. Qu'est-ce qui leur a permis de parler au nom de notre pays? C'était leur couleur. Seule la couleur de leur peau leur a permis de s'exprimer à la Maison Blanche. La Mula était là. Kembudzo était encore pire. Alors pourquoi devrions-nous permettre cela? Camarades, ce pays ne sera jamais libre tant que les 16 n'auront pas d'eau potable. Waouh! Je ne sais pas quoi dire, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En parlant d'Afrique, on ne peut malheureusement pas s'empêcher de poser quelques questions brûlantes. Je pense que si on est juste, on est correct. Il faut se poser des vraies questions. L'oppression du blanc était-elle beaucoup plus noire, obscure, que l'oppression que l'homme noir subit de son frère? Est-ce plus justifié de dire que voilà, quand je suis en Europe et qu'on m'arrête dans un supermarché, on me pose des questions, monsieur, montrez votre sac, monsieur, bougez à gauche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac et tout le bazar? Voilà, on se sent offensé, n'est-ce pas? On se pose des questions, pourquoi vous me traitez comme ça? Machin histoire, c'est certainement... le traitement, c'est à cause du racisme. Quand tu entres dans une boutique de luxe et il y a quelqu'un qui vous suit derrière, c'est gênant. Et si la personne est de race différente, on dit quoi? C'est raciste. On pense que je veux voler. Mais comment réagit-on quand nous sommes oppressés par des noirs comme nous? Quand évidemment vous dites quelque chose de brûlant et que vous faites arrêter par les membres du gouvernement qui sont censés vous protéger. Vous protéger vos droits, vos droits les plus élémentaires, tels que les droits d'expression. Comment fait-on? Qu'est-ce que nous disons en Afrique? Quand un général a été envoyé par quelqu'un
d'influents pour nous arrêter. Peut-être que la personne influente est peut-être un Libanais ou un Pakistanais qui connaît le général, qui évidemment à son service vient vous arrêter, vous mettre en prison pour des raisons qui ne sont pas justifiables. Comment sommes-nous traités chez nous à la maison? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que nos gouvernements nous traitent quand vous allez à l'encontre de leurs désirs, qui ne sont pas nécessairement justifiés de manière constitutionnelle? Comment est-ce que votre gouvernement vous traite quand vous posez des vraies questions? On vous tabasse, on vous jette en prison, on vous piétine. Mais est-ce que vous dites au racisme? Comment on justifie cela? Apparemment, c'est très raciste quand c'est un officier blanc qui vous pose des questions sur vos papiers et tout le bazar. Mais ce n'est pas très raciste quand c'est un militaire ou un gendarme noir qui vous tabasse au nom du gouvernement ou au nom de rien du tout. On essaie de justifier ça, je sais pas psychologiquement comment c'est plus acceptable. La question ici, c'est l'Afrique est-elle vraiment prête à la démocratie et à la liberté? Les Africains s'aiment-ils vraiment? Parce que c'est vrai, quand il faut s'opposer à l'homme blanc, on est là, au racisme, Black Lives Matter. Mais comment on vous traite chez vous à la maison? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre bouche pour critiquer ce qui se passe comme travail du gouvernement? Pouvez-vous poser des vraies questions à votre gouvernement? Disons, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent qui a été dépensé? Je pense que ce sont des questions très importantes que généralement en Afrique, on évite. Au Togo, nous sommes au Togo. Le Togo traverse actuellement, les amis, une période de troubles politiques importants. C'est un moment très important pour le Togo. Cette histoire, évidemment, a été alimentée par le mécontentement de la population face au long règne du président Faure Gnassingbé et aux récentes modifications constitutionnelles. La population n'est pas tout à fait heureuse d'avoir M. Gnassingbé toujours autour du pouvoir, si pas au pouvoir, et aussi les modifications qui ont été effectuées. Il y a eu plusieurs manifestations au Togo par rapport à tout ça. Les gens en ont marre. Mais on ne peut pas s'exprimer parce que généralement, quand on s'exprime en Afrique, on subit les réprimandes les plus brutales. Au Togo, les membres de l'opposition se sont levés pour demander la libération de certaines personnes, y compris un jeune homme au nom de Aaron. Ils ont condamné l'arrestation en la qualifiant d'enlèvement politique et ont exigé la libération immédiate d'Aaron ainsi qu'à d'autres prisonniers politiques comme le cyberactiviste Kofi H, Sitsope, Sokor, car la société civile et la diaspora togolaise et même l'église catholique ont critiqué les actions du gouvernement, cette dernière mettant en garde contre les possibles troubles. Alors c'est ça, on demande la libération des jeunes Togolais. Sont-ils étrangers? Non, ils sont Togolais ou chez eux à la maison. On a demandé la libération d'Aaron. Aaron, de son vrai nom Tchala Essoé Narcisse, est un jeune rappeur et entrepreneur togolais connu pour son travail effréné. C'est un jeune homme, un artiste apparemment qui sort des choses absolument fortes, qui aurait été arrêté, brutalisé, tabassé, et on en saura la suite tout de suite. Aaron aurait été arrêté le 26 mai à Lomé. Et apparemment, d'après la loi sur place, on ne peut pas arrêter quelqu'un à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. C'est interdit. Et par-dessus le marché, il n'y avait pas de mandat officiel d'amener. C'est-à-dire, on ne pouvait pas le prendre parce que c'était illégal. Mais le monsieur a été pris de force. Aaron aurait été torturé et brièvement interné dans un établissement psychiatrique. Le gouvernement a prétendu qu'il souffrait des démences. Une réaffirmation que sa famille et ses sympathisants ont rejetée. Donc, le jeune Aaron se retrouvait dans un hôpital psychiatrique où apparemment il aurait fait une vidéo disant « Je suis désolé au gouvernement togolais. Je suis ici dans les institutions. Le traitement se passe bien. Voilà, ça va aller, je vais sortir. » Mais on parle ici d'un jeune homme très fort qui se bat pour le droit du pays. C'est un jeune homme qui pose des questions qui dérangent, mais qui soudainement est devenu fou. Il est dans un centre psychiatrique, il est en train de s'excuser par rapport aux choses qu'il avait dit après avoir été arrêté. Son arrestation fait une suite d'une série de publications des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il critiquait le gouvernement du président Faure Gnassingbé, abordant des questions telles que le chômage des jeunes, la corruption et le manque d'infrastructures. Aaron a notamment remis en question l'utilisation de 150 milliards de francs CFA, à peu près 2,5 milliards de dollars, et a interpellé la mobilisation satirique. Donc le jeune a posé une question, où est l'argent? Vous avez demandé l'argent de prêt. Le pays est endetté. À peu près 2 milliards 500 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais où est l'argent? Ce sont les questions qu'il a posées. Généralement, les pays africains ont tendance à demander de l'argent, si pas des dons, des prêts venant des institutions étrangères. En effet, si par exemple un pays a besoin de construire des infrastructures, les routes, les écoles, on peut demander de l'argent à des institutions étrangères telles que la World Bank, l'AMF, Bank of Exim, ça dépend. L'argent était pourquoi? Alors, on va essayer de voir ici si Aaron avait raison de poser ces questions ou pas. Est-ce que ça le regardait ou pas? Ok, pourquoi on a demandé de l'argent? Il demande où est l'argent. On ne voit pas l'argent, ok? Notamment au milieu rural. On a fait une demande de prêt pour élargir l'accès au courant à ceux qui sont dans les endroits ruraux. C'était pour la santé et l'éducation, donc la construction et la réhabilitation des écoles et des centres de santé. Ce sont des raisons légitimes pour demander un prêt. Et les revenus des agriculteurs. Donc on a besoin d'argent pour stimuler leur travail, pousser ces agriculteurs à produire un peu plus. Est-ce que c'était fait? On dit que non.
et aussi les programmes de création d'emplois pour les jeunes. Aaron a posé la question, est-ce que c'était fait? Apparemment, non. Aaron a appelé à la manifestation, à la mobilisation satirique le 16 juin. C'était le jour de l'anniversaire du président de la République. L'objectif, c'était de remettre le président devant les faits. Où est l'argent? Parce que le peuple, apparemment, n'est pas tout à fait content. Il n'y a pas de boulot pour la jeunesse. Il n'y a pas d'opportunité. Alors, c'est là qu'il s'est fait arrêter. Alors, de manière très intéressante, le 5 juin, Amron, excusez-moi, je dis Aaron tout le temps, Amron est réapparu dans une vidéo d'excuses, exprimant ses regrets dans ses propos, disant « Je suis désolé ». J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Essodouna Niadoumé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux. Moi, avant qu'il dise je suis désolé, tout ça, sa maman qui, après avoir vu la vidéo, conteste disant ce n'est absolument pas vrai. Suivez. Et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. Président du Conseil. À le voir, c'est comme il est en train de lire le message qu'on a écrit de lire. Bon, s'il y a une personne qui connaît son fils, c'est certainement sa mère. Si maman dit que non, on lui a forcé de faire ça, c'est-à-dire quoi? On lui a probablement forcé de faire ça. Parce que, bon, attendez, une personne qui était chaude, posant des vraies questions, des questions qui dérangent. Les Africains n'aiment pas les questions, C'est comme si quand tu donnes à un Africain le pouvoir, il change. Il y a quelque chose qui lui arrive. Les Africains sont démocrates quand ils ne sont pas au pouvoir. Quand il n'est pas au pouvoir, ils adorent la démocratie. Aussitôt arrivé au pouvoir, aïe aïe aïe. Outrage à la présence, à mon esprit. Outrage, c'est d'une incroyabilité incroyable. Alors, président Gnassingbé. Le président est devenu président après la mort de son père, Et Adema Gnassingbé, qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Il a pris le pouvoir en 67 et il est décédé en 2005. Et c'est alors là que son fils prendra l'office de la direction du pays. Monsieur Adema Gnassingbé était là depuis 67. En 2003, qui changera la loi, disant que le terme présidentiel était illimité. C'est-à-dire, on peut rester autant qu'on désire. Il n'y aurait pas ces élections de 2010 à 2015. Ça fait combien? 2 fois, 2 termes. De 2015 à 2020, 3 termes. En 2019, on limite le nombre de mandats à 2. C'est-à-dire, on peut faire 5 ans de pouvoir, mais 2 mandats maximum pour le président de la République. Les gens acclamaient manifestement, en écoutant ça, vous pensez que c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? 2 mandats maximum de 5 ans, au moins on sait où vous allez. On a évidemment placé une limite au nombre de mandats à 2, mais par contre, le président pouvait encore se présenter aux élections présidentielles. Donc, bien qu'on ait limité le nombre de mandats à 2, on a totalement effacé l'ardoise des mandats que le président avait déjà accomplis dans le passé. Donc, les 3 mandats passés, on ne considère pas. On considère à partir de maintenant qu'on ne peut avoir que 2 mandats à la présidentielle. Donc, il a recommencé à 0. C'est-à-dire, de 2020, en 2025, il est constitutionnellement éligible de se présenter comme président de la République. En 2024 encore, quelque chose de très intéressant arrive. Il y avait un changement constitutionnel. Élection parlementaire présidentielle. Le président est désormais élu par le Parlement plutôt que par les élections directes. C'est-à-dire, on a retiré carrément, si on pourrait dire ça, le pouvoir d'entre les mains de la population, de pouvoir s'élire un président. Ce serait désormais fait depuis le Parlement. Donc, c'est le Parlement qui choisit qui sera le président. Et compte tenu de cela, si vous pouvez vous imaginer, bien évidemment, ça veut dire celui qui a le plus de gens au Parlement, c'est lui qui décide qui sera le président. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le Parlement? Le nombre de membres est à 113. Le parti au pouvoir au Togo, UNIR, a obtenu une position dominante à l'Assemblée nationale. Ils ont remporté 108 sièges sur 113. 108 sièges sur 113. C'est-à-dire c'est la majorité qui choisira le président. Si un parti remporte 108 sièges sur 113, quand est-ce que vous aurez un président d'une autre... C'est-à-dire 95% des sièges, c'est à eux. Pour simplement citer d'autres partis pour que vous compreniez, il y a l'Alliance des démocrates et le développement. Ils ont 2 sièges. L'Alliance nationale de changement a 1 siège. Dynamique pour la majorité du peuple, 1 siège. Force démocratique pour la République, 1 siège. Et les autres, ils en ont combien? 108 sur 113. Vous voyez un peu dans quelle direction on va. C'est-à-dire, ensuite, il y a eu création d'un nouveau poste. On a créé un nouveau poste, celui du président du Conseil de ministres. C'est un poste qui a été créé. C'est en effet un poste qui recouvre tout ce qu'il y a comme de pouvoir exécutif. Ce poste est occupé par le chef du parti majoritaire au Parlement. Donc, le chef du parti majoritaire au Parlement occupera la position du président du Conseil de ministres. Maintenant, cette position a toute la force exécutive. Donc, toutes les décisions sont faites depuis ce poste. Et ce poste, de manière intéressante, n'a pas de limite en termes de mandat. Donc, tu peux rester là pendant très longtemps. Contrairement au président de la République, qui a désormais 5 ans de mandat et seulement 2 mandats maximum. Donc, la force de décision, malheureusement, est un poste limité.
Et comme vous le pensez évidemment, le président Faure Gnassingbé assumera le nouveau rôle du président du Conseil des ministres, consolidant ainsi le pouvoir. C'est-à-dire, on va se poser la question ici. Est-ce qu'on aurait créé ce poste peut-être pour créer un poste? Parce que les gens se plaignent disant le président, il veut rester président à vie. Pour pas dire que le président est président à vie, on va créer un poste qui requiert tout ce qu'il y a comme force exécutive, c'est-à-dire assume tous les rôles, à toute la position, le pouvoir. On va le donner à une personne. Ça sera un poste qui n'aura pas de limite en termes de mandat. Pour éviter que vous fassiez beaucoup trop de bruit ou que ce soit beaucoup trop évident, le président sera quelqu'un d'autre qui sera choisi par le parti parlementaire majoritaire, mais le président du Conseil du ministre sera évidemment la personne qui était là autrefois. Pensez-vous qu'on a créé cette histoire, du président du Conseil des ministres dans le seul objectif de garder le président en pouvoir pendant beaucoup plus longtemps? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir. Mais le déplaisir, c'est voir que l'Africain est le plus grand oppresseur de l'Africain. Ça, c'est manifestement évident. Si vous regardez dans l'histoire, très souvent, on vous parle du fait que les Africains eurent à vendre d'autres Africains en esclavage. Je sais qu'il y a des gens ici, des panafricanistes, qui disent ça. Ah non, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est sentimental, émotionnel. Ça a été répertorié par beaucoup de personnes. Il y a un livre excellent du docteur ghanéen, docteur Akosua Perbi, très intéressant, qui détaille beaucoup de choses sur comment les Africains eux-mêmes étaient impliqués dans la vente de leurs frères en esclavage et comment certaines tribus ont aidé les Blancs à attaquer d'autres tribus en Afrique centrale pour récupérer ces tribus rivales et les envoyer chez les Blancs pour aller travailler et y mourir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Avez-vous vu la vidéo? Macron et Brigitte. La scène équatoriale, non pas équatoriale, la scène vietnamienne. Vietnamienne. Bref. Macron partait en voyage au Vietnam pour aller discuter avec son homologue vietnamien. Et pendant qu'on ouvrait l'entrée de l'avion, pendant qu'on ouvrait, regardez ce qui se passe. Regardez le main sur le visage de Macron, on dirait une gifle, on dirait un coup à la main ouverte, peu importe ce que c'est, en tout cas c'était brutal. Il n'y avait pas de douceur, pas de douceur du tout. Non. Quelque temps après, ce que Macron fait, il regarde direct, tout en souriant, fait semblant comme si de rien n'était, commence à avancer. Mais regardez l'attitude de l'agent de sécurité à droite. Regardez comment il est embarrassé. Tellement embarrassé. Regardez aussi la dame, l'hôtesse du Vietnam. Regardez comment directement il se retourne, regardant ailleurs, dans l'objectif de leur donner un peu d'intimité, de lieu privé pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas? Ils ont fait semblant de n'avoir rien vu. Mais malheureusement, pour eux, les écrans, les caméras avaient déjà tout capté. Et Macron, avec son grand sourire, je ne sais pas si c'est preuve de maturité, il sourit et il descend. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pousserait la première dame d'agir de la sorte. Qu'est-ce qui pousserait la première dame? Aurait-il dit un truc de vraiment irritant ou simplement c'est le fait d'avoir été ce qu'elle a été pour lui qui lui donne ce sentiment de supériorité à son égard, qui malheureusement ne s'éteignera jamais, n'est-ce pas? Regardez le Macron, regardez sa descente. Pendant qu'il descend, il essaie d'étendre sa main pour que Brigitte l'attrape, mais Brigitte ne le fait pas. Regardez comment Macron essaie d'étendre sa main et Brigitte ne la saisit pas du tout parce qu'elle est frustrée, elle est en colère. Okay. Il descend et repart comme si de rien n'était. Maintenant, on se pose beaucoup de questions. C'est quand même embarrassant. Ce sont des choses qui pourraient pas s'effacer, on n'oublierait pas. Au départ, ils ont fait semblant, ils ont dit que c'était fait par l'intelligence artificielle, ce n'était pas réel, c'était certainement les Russes, quelque part, qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Mais après avoir mis la pression, ils ont finalement avoué, oui, ça s'est passé, mais n'ont pas donné d'explication, c'est ce qui s'est vraiment passé. Au départ, il fallait d'abord accuser les Russes. Ensuite, ils ont changé, disant, voilà, ça s'est passé, mais bon, on ne donne pas d'explication jusque-là. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi ça fait 3 semaines, si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Brigitte aurait été plus Macron en train de faire des trucs ou en train de parler avec beaucoup de cadence à une des hôtesses, peut-être?
Ou simplement c'est ce complexe de supériorité qu'aurait eu une personne qui t'a vu naître et grandir, si pas naître au moins grandir pendant longtemps. Emmanuel Macron, né en 1977, au mois de décembre, le 21, et Brigitte en avril 13, 53. Donc, 77, 53, c'est beaucoup. C'est combien d'années d'écart mathématique, quelque part? 24 ans, c'est énorme. Emmanuel Macron était étudiant pendant qu'elle était enseignante. Et à 15 ans d'âge, ils ont commencé la relation. Voilà, les femmes peuvent se sortir de beaucoup d'histoires, sans difficulté. Si c'était un homme, je peux simplement m'imaginer comment ça aurait été si c'était un homme. Okay? Un homme âgé de 24 ans plus, en train de s'intéresser à une fille de 15 ans. Il fera la prison pour très longtemps, n'est-ce pas? C'est à peine à 17 ans que leur histoire sera officielle et tout le bazar. L'écart de 24 ans. Et c'est à 29 ans que Macron épouse Brigitte à 54 ans. En fin de compte, quand tu épouses une femme à 54 ans, tu te dis, bon, j'ai pas besoin de progéniture, non, je n'en ai pas besoin. Bon, déjà, au départ, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Brigitte n'est pas Brigitte. Brigitte, c'est Bruno. Enfin, Bruno qui est devenu Bruno. Enfin, bref. Est-ce une réalité ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Brigitte est Bruno ou pas? Est-ce une possibilité? Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, complètement. Il y a des gens qui ont sorti des preuves, il y a des gens qui ont disparu par rapport à cette histoire, il y a des gens qui ont été tués par rapport à cette histoire. Il y a Candice Owen à qui on a dit qu'on emmènerait en justice, on traînerait en justice au cas où elle sortait des preuves qu'elle semblait avoir. Outre le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron est une femme, je vous dis que ce n'est pas le cas et que vous ne le croirez pas d'ici la fin de cette série. Vous devriez admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron n'est pas du tout acceptable. Tout commence lorsqu'elle est professeure d'art dramatique à l'école La Providence, alors âgée de 39 ans. Et qu'elle voit un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre. Et c'est ce qui l'a complètement bouleversée. Il s'agit apparemment d'une histoire d'amour éternel. Soit dit en passant, c'était l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolé, ce n'est pas un détail, pas un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé extrêmement étrange. Recevoir une lettre juridique de la part d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Si extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je miserais toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme. De nombreuses personnes ne m'ont pas cru parce que cela paraissait tout simplement fou. Ça aurait été une très grande mission et un pétrin total. Et après, ceci expliquerait peut-être les positions de Macron par rapport à la vie, par rapport à ces gens-là qui veulent changer les trucs là, tout ça. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit, c'est mon autogramme qui soudain m'a échappé, ça expliquerait aussi comment Macron a raconté dans le passé, disant que les Africains faisaient beaucoup trop d'enfants, vous vous en souvenez? Quels sont les problèmes en Afrique? Je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien.
Ah oui, Macron a dit que les Africains font trop d'enfants. La raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est parce que les Africains ils font trop d'enfants. Ça explique pourquoi. Enfin, si toi, tu n'as pas besoin d'enfants, c'est normal que Une Africaine fait 15, 12 enfants, il ne peut pas évoluer dans la vie. C'est ça, évidemment, un concept de malthusianisme qui nous fait penser qu'il y a beaucoup trop d'humains, enfin, pour la Terre. Et aussi, les Africains en produisent un peu trop, raison pour laquelle ils n'avancent pas du tout. Emmanuel Macron qui conseille aux nôtres de faire moins d'enfants. Vous savez, venant de quelqu'un qui n'arrive pas à en faire, je comprends qu'il puisse être en décalage avec nos réalités. Vous savez, eux ne passent pas leur temps à s'inquiéter de la manière dure dont ils parlent vis-à-vis de nous autres. Il serait temps qu'on cesse de se préoccuper de la manière dont ce qu'on dit est perçu par eux. Préoccupons-nous de nos propres intérêts. Monsieur Macron n'a pas à dire aux Africains et aux Africaines comment elles doivent gérer leur foyer. Ce sont les femmes africaines en priorité qui doivent décider. Certaines ne veulent pas faire trop d'enfants, d'autres veulent en faire beaucoup plus. C'est la liberté de la femme africaine de décider. Et ce n'est pas à monsieur Emmanuel Macron et Brigitte Macron, d'accord, de nous dire exactement, objectivement, ce qui est bon pour nous. Moi, je ne pourrais jamais imaginer sans enfants. Je pense que l'enfant, en tout cas pour moi, les enfants, c'est la richesse, comme le disait mon père. Et heureux l'homme qui en a au maximum. Ça, c'est son concept. Il dit, les enfants sont comme des flèches dans le pourquoi d'un guerrier. Heureux celui qui en remplit son pourquoi. C'est-à-dire, les enfants sont comme des flèches pour un guerrier. Plus tu as des flèches, plus tu as la capacité. Plus tu as des enfants, plus tu as la capacité, plus tu peux gérer les difficultés auxquelles tu es confronté. Tu peux rater le lion avec une flèche, mais tu peux pas le rater avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 flèches. Évidemment, il faut avoir la responsabilité. Il faut être un homme aussi assez apté, assez capable, assez outillé pour vraiment élever des enfants dans l'énorme confort. Donc Emmanuel Macron embarrasse tout le monde. Je sais pas si c'est Macron ou on dirait peut-être Brigitte. Embarrasse tout le monde en faisant ce qu'elle a fait. Pousser le visage d'un président. C'est ça. Hein. Les gens disent que on peut aimer une femme beaucoup plus âgée sans en connaître des difficultés. Pensez-vous que la raison pour laquelle elle s'est permise de faire ça, c'est parce qu'elle ne percevrait jamais Macron comme un réel président, compte tenu du fait qu'elle a formé. Et en plus, le fait qu'elle a été comme une représentation maternelle à son égard. Évidemment, à 15 ans, on n'est qu'un bambin, on n'est qu'un enfant. On n'a absolument rien dans la tête. Enfin, on est innocent. Pourrait-elle, quelque part dans la vie, respecter Macron à sa juste valeur? Déjà, s'il faut parler de maturité, le simple fait que Macron semblait traîner sa main pour qu'elle la saisisse et elle l'a rejetée quand même, vous dites beaucoup sur sa personnalité. Si elle est capable de faire ça devant les gens, je pense que même à l'intérieur de l'avion, il n'y avait pas que Macron. Il doit y avoir eu des gens autour. Si elle peut faire ça, Emmanuel Macron en public ou entre parenthèses semi-public, qu'est-ce qui se passe réellement en privé entre eux? Voilà pourquoi il faut faire très attention dans les choix de la vie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que Brigitte et Bruno, enfin bref, ce que vous pensez c'est fondé de toutes pièces pour attirer de l'attention, mais pourquoi, pour quel but? Et aussi au départ il disait que c'était les Russes, en fin de compte non, c'était plus les Russes, ce n'est pas une vidéo générée par l'artificial intelligence. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Brigitte est-elle la sage dame dont on pense? Ou Macron subit les conséquences? Pourquoi Macron ne peut pas donner 3 enfants rapide, même au quoi? Enfin bref, bon là. Bref, well,